Vous ne devriez pas être ici, murmura le serveur, avec un sourire cruel. Clémence rougit, mais avant qu'elle ne puisse réagir, un homme apparut devant elle, et son regard n'était pas de la pitié, mais de la reconnaissance. Julien Delacour savait qui elle était, et il avait un plan. Ne manquez pas des vidéos comme celle-ci. Abonnez-vous maintenant et laissez votre j'aime pour aider notre chaîne. Le restaurant Le Papillon d'Or scintillait dans la nuit lyonnaise, ses lumières dorées se reflétant sur les eaux paisibles de la Saône. Clémence Moreau s'arrêta un instant devant l'entrée majestueuse, son cœur battant la chamade sous son simple chemisier blanc et sa jupe bleue cousue par sa mère. Ses doigts effleurèrent nerveusement le tissu, comme pour en effacer des plis imaginaires. « Ma chérie, vous êtes ravissant », murmura Madame Laurent, la grand-mère qu'elle accompagnait ce soir-là. La vieille dame, dont la petite fille fêtait ses 16 ans, avait insisté pour que Clémence se joigne à eux. « Sans vous à la crèche, ma petite Claire n'aurait jamais surmonté sa timidité. » Clémence sourit avec reconnaissance, même si elle ne pouvait s'empêcher de remarquer les regards désapprobateurs que lui lançaient déjà certains clients. À 28 ans, elle n'était pas naïve. Elle savait que son monde, celui des quartiers modestes de la Croix-Rousse, des odeurs de pain frais de la boulangerie de son père et du bruit familier des machines à coudre de l'atelier de sa mère, était à des années-lumière de l'univers feutré du Papillon d'Or. Le maître d'hôtel les accueillit avec une politesse glaciale, son regard s'attardant un peu trop longtemps sur la tenue de Clémence. « Madame Laurent, votre table est prête. Si vous voulez bien me suivre… » Alors qu'ils traversaient la salle principale, les conversations semblaient s'éteindre sur leur passage, remplacées par des chuchotements à peine dissimulés. Une jeune femme, assise à une table voisine, ne prit même pas la peine de baisser la voix. « Non, mais regardez-moi ça, on laisse vraiment entrer n'importe qui maintenant. » Le rouge monta aux joues de Clémence, mais elle garda la tête haute. Elle avait appris très tôt que la vraie élégance ne se mesurait pas au prix d'une robe, mais à la dignité avec laquelle on affrontait l'adversité. Ce qu'elle ne remarqua pas, c'était le regard intense d'un homme assis 2 tables plus loin. Julien Delacour, héritier de l'empire viticole de la cour, avait cessé de manger dès qu'elle était entrée. Ses yeux gris-vert ne quittaient plus cette silhouette qui lui semblait étrangement familière. Et soudain, comme un éclair dans sa mémoire, il la reconnut, cette même douceur dans le regard, ce même sourire timide mais authentique. C'était elle, la jeune fille qui l'avait aidée en mathématiques au lycée public Saint-Exupéry avant que ses parents ne l'envoient dans un pensionnat huppé, la seule personne qui l'avait traité comme un simple élève et non comme l'héritier des Delacour. Julien reposa sa fourchette, incapable de détacher son regard de cette scène qui se déroulait devant lui. Dans ce monde de faux semblants et de sourires de façade, il venait de retrouver un fragment de vérité, une authenticité qu'il croyait perdue à jamais. Le lendemain matin, la crèche, les petits oiseaux bourdonnaient d'activité. Clémence arrangeait des dessins d'enfants sur les murs colorés, essayant de chasser de son esprit les souvenirs de la soirée précédente. Le rire cristallin des petits et l'odeur réconfortante du chocolat chaud qu'elle préparait pour leur goûter créaient un cocon rassurant, tellement différent de l'atmosphère glaciale du Papillon d'Or. « Mademoiselle Clémence, regardez ce que j'ai dessiné. » Sophie, une petite fille aux tresses rousses, lui tendait fièrement un dessin. Un papillon doré, maladroitement tracé mais débordant de joie et d'innocence. « C'est magnifique, ma puce !» sourit Clémence, son cœur se serrant légèrement à la vue du papillon qui lui rappelait l'enseigne du restaurant. Elle épingla soigneusement l'œuvre sur le mur, aux côtés des dizaines d'autres créations enfantines qui égayaient la pièce. La matinée s'écoula paisiblement, rythmée par les comptines et les petits drames quotidiens des enfants. Vers midi, alors que les plus petits faisaient la sieste, la directrice de la crèche, Madame Bertrand, passa la tête par la porte de la salle d'activité. « Clémence, pourriez-vous venir dans mon bureau? Il y a quelqu'un qui souhaite vous voir. » Intriguée, Clémence suivit sa supérieure. En entrant dans le bureau, elle se figea. Devant elle se tenait Julien Delacour, aussi élégant dans son costume sobre qu'il l'était la veille au restaurant, mais avec quelque chose de différent dans son regard. Une lueur qu'elle connaissait, qui la ramena 15 ans en arrière. « Bonjour Clémence. »
dit-il doucement. Je ne sais pas si tu te souviens de moi, Julien, murmura-t-elle, surprise de constater que sa voix tremblait légèrement. Bien sûr que je me souviens. Les équations du second degré, n'est-ce pas? Un sourire éclaira le visage de Julien. Tu étais la seule à réussir à me les faire comprendre. Madame Bertrand les observait avec curiosité. Monsieur Delacour est venu nous proposer un partenariat, expliqua-t-elle. Les vignobles de la cour souhaitent soutenir des projets sociaux dans le quartier. Clémence scrutait le visage de Julien, cherchant à y déceler une trace de pitié ou de condescendance. Mais elle n'y trouva que cette même sincérité qui l'avait marqué quand ils étaient adolescents, quand il n'était qu'un garçon perdu dans ses équations, et non l'héritier d'un empire viticole. « J'aimerais en discuter avec toi, si tu es d'accord, » proposa Julien. « Tu connais mieux que quiconque les besoins de ces enfants. » Elle hésita un instant. Les images de la veille étaient encore vives dans son esprit, les regards méprisants, les murmures moqueurs. Mais il y avait autre chose aussi, quelque chose dans la façon dont Julien la regardait, comme s'il voyait au-delà des apparences, au-delà des barrières sociales qui les séparaient. « D'accord, » répondit-elle finalement, « mais pas dans un restaurant chic cette fois. Je connais un petit café sur les quais de Saône. Ils font les meilleurs croissants de Lyon. » Le rire de Julien résonna dans le bureau, chaleureux et authentique. « Ça me semble parfait. Après tout, les meilleurs moments de ma vie n'ont jamais eu lieu dans des restaurants étoilés. » Alors qu'il fixait un rendez-vous pour le lendemain, Clémence sentit quelque chose remuer en elle, comme si une page se tournait, comme si le destin leur offrait une seconde chance de réécrire une histoire interrompue 15 ans plus tôt. Le petit café, au fil de l'eau, était niché dans une ruelle pavée descendant vers la Saône. Ses tables en fer forgé, disposées sur la terrasse ombragée, offraient une vue paisible sur les péniches qui glissaient paresseusement sur le fleuve. Clémence y arriva la première, choisissant une table un peu à l'écart. Elle avait passé plus de temps que d'habitude à se préparer ce matin-là, optant finalement pour une robe simple, mais élégante, que sa mère avait cousue pour son dernier anniversaire. Une robe couleur lavande qui, selon les mots de sa mère, faisait ressortir la lumière dans ses yeux. Julien apparut quelques minutes plus tard, surprenant Clémence en portant non pas un costume, mais un jean et une chemise bleue décontractée. Il semblait plus jeune ainsi, plus proche du garçon qu'elle avait connu au lycée. « J'espère que je ne suis pas en retard, » dit-il en s'asseyant. « J'ai dû esquiver 3 réunions et ma mère pour être ici. » « La grande évasion, » sourit Clémence. « Je me souviens que tu étais déjà doué pour ça au lycée, particulièrement pendant les contrôles de maths. » Leurs rires se mêlèrent, brisant la glace. La serveuse apporta des croissants encore chauds et 2 cafés, et pendant un moment, ils savourèrent simplement le silence confortable qui s'était installé entre eux. « Tu sais, » commença Julien en émiettant distraitement son croissant, « hier soir, au restaurant, quand je t'ai vu, c'était comme si le temps n'avait pas passé. Tu avais exactement le même regard déterminé qu'à l'époque quand tu m'expliquais les théorèmes que je n'arrivais pas à comprendre. » Clémence sentit ses joues rougir légèrement. « Je me souviens surtout d'un élève qui faisait semblant de ne pas comprendre pour avoir des cours particuliers plus longtemps. »« Démasqué, » admit Julien, avec un sourire malicieux. « Mais en ma défense, c'était les seuls moments où je pouvais être vraiment moi-même, pas l'héritier de la cour, juste Julien. » Le regard de Clémence s'adoucit. « Tu l'es toujours, tu sais. Je le vois dans tes yeux. Cette même sincérité, cette même gentillesse. Même après toutes ces années dans le monde impitoyable du vin de luxe, demanda-t-il, mi-plaisantant, mi-sérieux. Surtout après ça, répondit-elle doucement. C'est encore plus précieux d'avoir gardé son authenticité dans un monde qui pousse à la perdre. Un groupe de mouettes passa au-dessus d'eux, leurs cris se mêlant au clapotis de l'eau. Julien se pencha légèrement en avant, son expression devenant plus sérieuse. « Clémence, à propos du projet pour la crèche, ce n'était pas qu'un prétexte. Je veux vraiment faire quelque chose de significatif, quelque chose qui ait du sens. » Elle l'observa un moment, cherchant ses mots. « Tu sais ce qui manque le plus à ces enfants? Ce n'est pas l'argent ou les jouets, c'est l'espoir, l'idée qu'ils peuvent rêver grand, qu'ils peuvent devenir qui ils veulent, peu importe d'où ils viennent. » Les yeux de Julien s'illuminèrent. « Et si on leur donnait exactement ça?
Un programme qui permettrait aux enfants de découvrir différents métiers, de rencontrer des gens passionnés, d'explorer leurs talents. Alors qu'ils commençaient à échafauder des plans, esquissant des idées sur une serviette en papier, Clémence réalisa que quelque chose était en train de changer. Ce n'était plus seulement une rencontre entre deux anciens camarades de classe, c'était le début de quelque chose de plus grand, de plus profond. Le soleil montait doucement dans le ciel, dorant les façades des vieux immeubles lyonnais, tandis que deux âmes, séparées par le destin 15 ans plus tôt, se retrouvaient enfin sur les rives de la Saône. Les semaines qui suivirent prirent un rythme aussi inattendu qu'enchanteur. Le projet pour la crèche. Les petits oiseaux se concrétisaient peu à peu, donnant naissance à des rencontres régulières entre Clémence et Julien. Leurs réunions de travail se transformaient souvent en longues promenades dans le vieux Lyon, où les ruelles pavées semblaient garder le secret de leur conversation. Ce matin-là, ils visitaient une ancienne salle de spectacle que Julien envisageait de rénover pour en faire un espace d'activité pour les enfants. La lumière du printemps filtrait à travers les grandes fenêtres poussiéreuses, créant des motifs dansants sur le parquet usé. « Imagine », disait Julien, les yeux brillants d'enthousiasme. « Ici, on pourrait créer un petit théâtre. Les enfants pourraient monter leur propre spectacle, développer leur créativité. » Clémence tournait sur elle-même, absorbant chaque détail de l'espace. « Et là, » ajouta-t-elle en pointant un coin de la salle, « on installerait un coin lecture avec des coussins colorés, un endroit où ils pourraient s'évader dans les livres. » Leurs regards se croisèrent, complices. Ces moments de partage étaient devenus précieux, presque intimes, mais le monde extérieur ne tardait jamais à se rappeler à eux. Le téléphone de Julien vibra. Le nom de sa mère, Geneviève Delacour, s'afficha sur l'écran. Il soupira, laissant l'appel basculer sur la messagerie. « Les problèmes ?» demanda doucement Clémence. « Ma mère s'inquiète, » répondit-il avec un sourire las. « Apparemment, investir dans un projet social à la Croix-Rousse n'est pas assez prestigieux pour l'image des vignobles de la cour. » Un silence pesant s'installa. Clémence sentit son cœur se serrer. Elle connaissait ce monde, ses préjugés. Elle les avait vécus au Papillon d'Or. « Tu sais, » dit-elle finalement, « tu n'es pas obligé de... »« Oh non !» la coupa Julien avec une fermeté qui la surprit. « Ne termine pas cette phrase. Ce projet, ces moments, c'est la première fois depuis des années que je me sens vraiment vivant. » Il s'approcha d'elle, effleurant doucement sa main. « La première fois que je fais quelque chose, non pas parce que c'est attendu de moi, mais parce que je le veux vraiment. » Le temps sembla se suspendre. Dans la poussière dorée qui dansait autour d'eux, quelque chose d'indicible prenait forme. Mais avant qu'ils ne puissent approfondir ce moment, la porte de la salle s'ouvrit brusquement. Valentine Mercier, la célèbre influenceuse qui s'était moquée de Clémence au restaurant, se tenait dans l'encadrement, son téléphone à la main. Son sourire malveillant ne présageait rien de bon. « Quelle charmante surprise !» s'exclama-t-elle avec une fausse jovialité. « Julien Delacour et... Oh, la petite serveuse du Papillon d'Or? Non, attendez. L'aide cuisinière de garderie ?» Clémence sentit ses joues s'empourprer, mais garda la tête haute. Julien fit un pas en avant, se plaçant instinctivement entre les deux femmes. « Valentine, que fais-tu ici ?»« Oh, je passais simplement dans le quartier. Tu sais, pour mon nouveau blog sur le patrimoine lyonnais. » Elle agita son téléphone. « Et quelle chance! J'ai peut-être trouvé un sujet encore plus intéressant. L'héritier Delacour et son projet caritatif, romance ou stratégie marketing? Qu'en penses-tu » L'air devint soudain électrique. Clémence pouvait sentir la tension dans les épaules de Julien, voir la colère contenue dans sa mâchoire serrée. Mais avant qu'il ne puisse répondre, elle prit la parole. « Vous savez, mademoiselle Mercier, » dit-elle d'une voix calme mais ferme, « la vraie charité ne fait pas de bruit. Elle ne cherche pas les likes ou les followers. Elle change juste la vie des gens, un sourire d'enfant à la fois. » Valentine cligna des yeux, déstabilisée par cette réponse inattendue. Sans un mot de plus, Clémence prit son sac et se dirigea vers la sortie, laissant derrière elle une Valentine bouche bée et un Julien admiratif. Mais alors qu'elle descendait les escaliers, son cœur battait la chamade. Elle savait que ce n'était que le début. Les murmures allaient commencer,
et avec eux les obstacles qui ne manqueraient pas de se dresser sur leur chemin. Le lendemain matin, Clémence découvrit que son monde avait basculé pendant la nuit. Son téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Messages, notifications, appels manqués. Sur l'écran de son vieux smartphone, les notifications des réseaux sociaux s'accumulaient comme des feuilles mortes dans une tempête d'automne. Valentine Mercier avait publié son article, accompagné de photos volées la veille dans l'ancienne salle de spectacle. Le titre était encore plus accrocheur que prévu. L'héritier et la nounou, le conte de fées qui fait trembler Lyon. Dans la cuisine de son petit appartement de la Croix-Rousse, Clémence regardait par la fenêtre, une tasse de thé refroidissant entre ses mains. Les premiers rayons du soleil caressaient les toits de Lyon, ignorant le tumulte qui agitait la ville en contrebas. Son téléphone sonna. C'était sa mère. « Ma chérie, » dit doucement Marie Moreau, « tu as vu les journaux ce matin ? Maman, Ton père est en train de chasser les journalistes qui rôdent devant la boulangerie. » Un petit rire nerveux. Il menace de les bombarder de croissants rassis. Malgré elle, Clémence sourit. Son père, François, avait toujours eu sa façon bien à lui de gérer les situations difficiles. « Je suis désolée, » murmura-t-elle. « Je ne voulais pas vous causer de soucis. Ne dis pas de bêtises. » La voix de sa mère se fit plus ferme. « Tu n'as rien fait de mal. Ce projet pour la crèche, c'est une belle chose. Et si ce jeune homme... Maman, ce n'est pas ce que tu crois. Julien et moi, nous sommes juste... Elle s'interrompit. Qu'était-il exactement? Des amis, des partenaires de projet, ou quelque chose d'autre, quelque chose qui n'avait pas encore de nom? Un bip sur son téléphone annonça un autre appel. Julien. Je dois te laisser, maman. Je t'aime. Après avoir raccroché, elle fixa l'écran pendant plusieurs secondes avant de répondre. Clémence. La voix de Julien était tendue. Je suis tellement désolé pour tout ça. Ce n'est pas ta faute. Si, ça l'est. J'aurais dû savoir que Valentine ferait quelque chose comme ça. J'aurais dû te protéger. Un silence. Comment vas-tu? Demanda-t-il finalement. Je survis, répondit-elle avec un petit rire forcé. Papa défend la boulangerie à coups de viennoiserie et les enfants de la crèche trouvent ça formidable que leur mademoiselle Clémence soit dans les journaux. Clémence. Sa voix se fit plus douce. J'ai parlé à mes avocats. Ils peuvent tout faire retirer l'article, lancer une procédure pour... Non, le coupa-t-elle fermement. Ne fais pas ça, ça ne ferait qu'attiser les flammes. Alors, que veux-tu que je fasse? La question flotta dans l'air, chargée de non-dits. Clémence ferma les yeux, se rappelant les paroles de sa grand-mère. Dans la tempête, ma petite, ce n'est pas l'arbre le plus fort qui survit, mais celui qui s'est plié sans se rompre. Continue le projet, dit-elle finalement. Ces enfants ont besoin de cet espace, de ces opportunités. Ne laissons pas les commérages nous arrêter. Et nous? La question était à peine un murmure. Clémence regarda par la fenêtre. Un groupe d'oiseaux traversait le ciel matinal, libre et insouciant. Nous continuons aussi, répondit-elle simplement. Mais peut-être devrions-nous être plus prudents, plus discrets. Le silence qui suivit était lourd de tout ce qu'il ne disait pas, de tout ce qu'il ne pouvait pas dire. Pas encore. D'accord, dit finalement Julien. Mais promets-moi une chose. Quoi? Ne laisse pas ce monde te changer. Ne laisse pas leur méchanceté éteindre ta lumière. Les larmes aux yeux, Clémence sourit. C'est plutôt à moi de te dire ça, non? Leur rire partagé fut comme une bulle de légèreté dans cette matinée pesante. Dehors, Lyon s'éveillait, ignorante du petit miracle qui se jouait dans un modeste appartement de la Croix-Rousse. Deux cœurs qui apprenaient à danser ensemble malgré la tempête qui se levait. La matinée touchait à sa fin au vignoble de la cour, quand Geneviève de la Cour fit son entrée dans le bureau de son fils. Grande, élégante, ses cheveux gris impeccablement coiffés, elle incarnait à la perfection l'aristocratie viticole française. « Je suppose que tu as lu les journaux ?» dit-elle sans préambule, déposant plusieurs magazines sur le bureau de Julien. Il ne leur accorda pas un regard. « Bonjour à toi aussi, maman. Ne joue pas à ça avec moi, Julien. » Elle s'assit face à lui, lissant sa jupe de soie d'un geste machinal. Cette situation devient incontrôlable. Cette situation, comme tu dis, c'est un projet social qui aide des enfants défavorisés. Ne me prends pas pour une idiote. Sa voix était douce, presque maternelle, ce qui la rendait encore plus dangereuse.
J'ai fait mes recherches sur cette Clémence Moreau. Julien se raidit imperceptiblement. Et elle semble charmante. Le mot sonnait comme une condamnation dans sa bouche. Fille de petit commerçant, excellente réputation dans son quartier, dévouée à son travail. Une belle âme, vraiment. Alors quel est le problème? Geneviève se leva, s'approchant de la grande fenêtre qui donnait sur les vignes. Le problème, mon chéri, c'est que nous ne vivons pas dans un conte de fées. Les vignobles de la cour représentent 5 générations de tradition, d'excellence, de prestige. Notre nom ouvre des portes dans les plus hautes sphères de la société. Et tu penses que Clémence pourrait ternir ce précieux nom? Je pense, dit-elle en se retournant vers lui, que tu es en train de mettre en péril tout ce que ta famille a construit. Elle sortit son téléphone, faisant défiler quelques messages. J'ai déjà reçu 3 appels de membres du conseil d'administration. Le cours de nos actions a légèrement baissé ce matin. Nos partenaires s'inquiètent de cette distraction. Une distraction? Julien se leva brusquement. Maman, pour la première fois de ma vie, je fais quelque chose qui a du sens, quelque chose qui aide vraiment les gens. Et c'est très noble de ta part. Elle s'approcha de lui, posant une main sur son bras. Mais il y a d'autres façons d'aider les gens, des façons plus appropriées. Nous pourrions créer une fondation, faire des dons substantiels à des œuvres caritatives reconnues. Ce n'est pas la même chose. Non, en effet. Son regard se durcit légèrement. L'une de ces options préserve l'héritage de ta famille, l'autre le met en danger. Un silence pesant s'installa. Dehors, le soleil faisait étinceler les rangées de vignes qui s'étendaient à perte de vue. « Tu sais, » reprit Geneviève plus doucement, « ton père aurait voulu que tu... » « Ne mêle pas papa à ça, » la coupa Julien. « Il n'est plus là pour donner son avis. » Justement, elle se dirigea vers la porte, s'arrêtant sur le seuil. « En tant qu'héritier unique, tu as une responsabilité envers sa mémoire, envers notre nom. Ne l'oublie pas. » Après son départ, Julien resta longtemps immobile, fixant les vignes qui avaient bercé son enfance. Sur son bureau, son téléphone vibra. Un message de Clémence. Les enfants ont commencé à dessiner leurs rêves pour le nouveau centre. Tu devrais voir leur visage quand ils imaginent leur avenir. C'est magique. Un sourire se dessina sur ses lèvres. Il prit sa veste et ses clés. « Annulez mes rendez-vous de l'après-midi, » dit-il à sa secrétaire en sortant. « Je vais à la Croix-Rousse. » Parfois, réalisa-t-il en démarrant sa voiture, il fallait choisir entre préserver un héritage et en créer un nouveau. Et peut-être que le véritable courage résidait justement dans ce choix. Le soleil se couchait sur Lyon, baignant les quais de la Saône d'une lumière dorée. Clémence et Julien marchaient côte à côte le long du fleuve, savourant un moment de calme après une journée chargée à la crèche. Les enfants avaient présenté leurs dessins pour le futur centre, transformant leurs rêves en explosions de couleurs sur le papier. « Tu aurais dû voir le dessin de Lucas », dit Clémence, ses yeux brillants au souvenir. Il a dessiné une scène où il devient chef cuisinier avec une toque plus grande que lui. Julien sourit, mais Clémence remarqua que son esprit semblait ailleurs. « Tout va bien ?» demanda-t-elle doucement. Il s'arrêta, s'appuyant contre la rambarde du quai. « Ma mère est venue me voir aujourd'hui. » Oh, le mot était à peine un souffle. Elle pense que je mets en danger l'héritage familial. Il laissa échapper un rire sans joie. Apparemment, aider des enfants à rêver n'est pas assez prestigieux pour les de la cour. Clémence s'approcha de lui, posant délicatement sa main sur la sienne. Le contact était léger comme une plume, mais chargé d'une électricité qui les fit frissonner tous les deux. « Qu'est-ce que tu lui as répondu ?»« Je suis venu ici. » Il se tourna vers elle, leurs regards se croisant dans la lumière du crépuscule. Voir ses enfants dessiner leurs rêves, c'est plus réel, plus précieux que toutes les actions en bourse du monde. Un groupe de touristes passa près d'eux, leurs voix joyeuses et leurs appareils photos créant une bulle de vie autour d'eux. Quand ils s'éloignèrent, le silence revint, plus intime. « Tu sais, » reprit Clémence, « quand j'étais petite, ma grand-mère me racontait toujours l'histoire du petit colibri. Le petit colibri, oui. Un jour, un immense incendie ravage la forêt. Tous les animaux, terrifiés, observent le désastre impuissant. Seul le petit colibri s'active, allant chercher quelques gouttes d'eau dans son bec pour les jeter sur le feu. Elle fit une pause, observant un bateau qui glissait sur la Saône.
Les autres animaux se moquent de lui. Tu es fou. Ce n'est pas avec ces gouttes d'eau que tu vas éteindre l'incendie. Et tu sais ce que répond le colibri? Julien secoua la tête. Je le sais, mais je fais ma part. Leurs regards se croisèrent à nouveau. Et dans cet instant, quelque chose changea. Ce n'étaient plus seulement deux personnes partageant un projet, c'étaient deux âmes qui se reconnaissaient, qui se comprenaient au-delà des mots. « Clémence !» murmura Julien, se rapprochant légèrement. Son cœur battait si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. Le monde autour d'eux semblait s'être arrêté, suspendu dans cet instant précis. Mais avant que leurs lèvres ne puissent se toucher, un flash les aveugla. Un photographe, caché derrière un arbre, venait de capturer leur moment d'intimité. Ils se séparèrent brusquement, comme réveillés d'un rêve. Le photographe s'enfuit en courant, laissant derrière lui un sentiment de violation, d'intrusion dans quelque chose de précieux et de fragile. « Je suis désolé, » dit Julien, la colère et la frustration se mélangeant dans sa voix. « Je devrais... » « Non, » l'interrompit Clémence, sa voix tremblante mais déterminée. « Ne t'excuse pas. Pas pour ça. Jamais pour ça. » Elle ramassa son sac, ajustant son écharpe autour de son cou, comme pour se protéger. « Mais peut-être devrions-nous être plus prudents. Clémence, bonne nuit Julien. » Elle s'éloigna rapidement, ses pas résonnant sur les pavés. Derrière elle, la silhouette de Julien se découpait contre le ciel embrasé, immobile comme une statue de sel. Le lendemain, la photo ferait la une des magazines People. Mais pour l'instant, dans ce crépuscule lyonnais, deux cœurs battaient douloureusement au rythme de ce qui aurait pu être, de ce qui n'était pas encore, de ce qui, peut-être, ne serait jamais. La photo des quais de Saône fit l'effet d'une bombe dans la presse locale. Romance interdite, l'héritier de la cour succombe au charme de la Cendrillon lyonnaise, titrait Le Progrès. Les tabloïds s'en donnaient à cœur joie, multipliant les articles sensationnalistes et les suppositions les plus folles. Dans la salle des professeurs de la crèche Les Petits Oiseaux, Clémence fixait son téléphone, submergée par les notifications et les messages. Madame Bertrand, la directrice, vint s'asseoir à côté d'elle. « Les parents commencent à poser des questions », dit-elle doucement. Certains s'inquiètent de toute cette attention médiatique autour de la crèche. « Ah !» Clémence sentit son cœur se serrer. « Je comprends. Si vous pensez que je devrais prendre un congé... » « Non. » La réponse fut immédiate et ferme. « Ces enfants t'adorent, Clémence, et ce projet que tu développes avec Monsieur Delacour pourrait changer leur vie. Je ne laisserai pas quelques commérages nous priver de ça. » Les larmes aux yeux, Clémence serra la main de sa directrice. Au même moment, son téléphone vibra. Un message de Julien. « Il faut qu'on parle. Rendez-vous ce soir au jardin des Chartreux. » Elle hésita un instant avant de répondre simplement. « D'accord. 19 heures. » La journée passa comme dans un brouillard. Les enfants, heureusement, restaient un havre de paix dans cette tempête médiatique. Leur innocence et leur joie pure étaient comme un baume sur son cœur troublé. Le soir venu, elle se rendit au jardin, un petit parc tranquille surplombant la ville. Julien l'attendait déjà, assis sur un banc face au panorama de Lyon. Dans la lumière du soir, il semblait porter le poids du monde sur ses épaules. « Le conseil d'administration s'est réuni aujourd'hui, » dit-il sans préambule. « Ils veulent que j'abandonne le projet de la crèche. » Clémence sentit son estomac se nouer. « Et je leur ai dit d'aller se faire voir. » Un petit sourire apparut sur son visage. En des termes plus diplomatiques, bien sûr. Julien. « Non, écoute. » Il se tourna vers elle, ses yeux brillants d'une détermination nouvelle. « Toute ma vie, j'ai fait ce qu'on attendait de moi. J'ai été l'héritier parfait, le fils modèle, le businessman irréprochable. Mais ce projet, ces enfants, toi, » il s'interrompit, cherchant ses mots. « Pour la première fois, je fais quelque chose qui compte vraiment. Quelque chose qui pourrait faire une vraie différence. Je ne vais pas abandonner ça. » Clémence sentit les larmes lui monter aux yeux. « Mais ta famille, ton héritage. Mon véritable héritage, ce sera ce que je choisis d'en faire. » Il se leva, marchant jusqu'à la balustrade. « J'ai une idée, un projet plus grand, plus ambitieux. » « Quel genre de projet ? » « Une fondation indépendante, complètement séparée des vignobles de la cour. Nous pourrions créer non pas un, mais plusieurs centres comme celui que nous imaginons pour la crèche.
dans différents quartiers, différentes villes même. Ses yeux brillaient d'enthousiasme alors qu'il développait son idée. Imagine, des espaces où les enfants pourraient non seulement rêver, mais apprendre à transformer ces rêves en réalité, avec des mentors, des formations, des opportunités. C'est magnifique, murmura Clémence. Mais, je ne veux pas être la raison pour laquelle tu perds tout. Sa voix tremblait légèrement. Ces articles, ces photos, je ne supporte pas l'idée que notre amitié puisse détruire tout ce que ta famille a construit. Julien s'approcha d'elle, prenant ses mains dans les siennes. « Clémence, regarde-moi. » Elle leva les yeux, rencontrant son regard intense. « Tu n'es pas celle qui détruit quoi que ce soit. Tu es celle qui m'a montré ce qui compte vraiment, ce que signifie vraiment laisser un héritage qui vaut la peine. » Un silence chargé d'émotions s'installa entre eux. Au loin, les lumières de Lyon commençaient à s'allumer, comme des milliers d'étoiles terrestres. « Alors, qu'est-ce qu'on fait ?» demanda-t-elle finalement. « On continue, mais cette fois, on le fait à notre façon, sans se cacher, sans avoir honte. » Il serra ses mains un peu plus fort. « Je ne te demande pas de porter ce fardeau avec moi. Si tu veux t'éloigner de tout ça, je comprendrai. » Clémence regarda la ville en contrebas, puis Julien. Dans ses yeux, elle vit tout ce qu'ils pourraient accomplir ensemble, tous les rêves qu'ils pourraient aider à réaliser. « Je reste, » dit-elle simplement. Après tout, quelqu'un doit t'empêcher de transformer tous ces centres en caves à vin de luxe. Leur rire résonna dans le jardin, libre et authentique. Pour la première fois depuis des jours, ils se sentaient vraiment eux-mêmes. Non pas l'héritier et la nounou, mais simplement Julien et Clémence, deux personnes qui osaient rêver d'un monde meilleur. Le siège des vignobles de la cour était un imposant bâtiment art déco, au cœur du quartier d'affaires de Lyon. Ce matin-là, dans la salle du conseil, l'atmosphère était électrique. Geneviève Delacour présidait une réunion extraordinaire, entourée des membres du conseil d'administration. Julien se tenait debout devant eux, présentant son projet de fondation avec une assurance tranquille qui surprit même sa mère. Sur l'écran, derrière lui, des images de la crèche. Les petits oiseaux défilaient, montrant des enfants en pleine activité, leurs visages illuminés par la joie. « Ce que je propose, expliquait-il, c'est de créer quelque chose de nouveau, une fondation indépendante qui pourrait vraiment faire la différence dans la vie de ces enfants. Et abandonner 5 générations de traditions viticoles. » Intervint Bernard Lavaux, le plus ancien membre du conseil. « C'est de la folie, mon garçon. » « Non, monsieur Lavaux. » Julien resta calme. « Je ne propose pas d'abandonner quoi que ce soit. Les vignobles de la cour continueront leur activité. Mais une partie des bénéfices pourrait être allouée à cette fondation. Et cette demoiselle, la voix de sa mère était glaciale. Elle fait partie du package, je suppose. » Un silence pesant s'abattit sur la salle. Julien prit une profonde inspiration. Mademoiselle Moreau est une professionnelle compétente qui comprend mieux que quiconque les besoins de ses enfants. Sa participation au projet serait un atout majeur. Un atout ? Geneviève se leva lentement. Les actions de notre groupe ont chuté de 3 points depuis que ta romance avec cette fille a fait la une des journaux. Ce n'est pas une romance, mère. C'est une collaboration professionnelle basée sur des valeurs communes et une vision partagée. Ne me prends pas pour une idiote. Elle s'approcha de lui. J'ai vu la photo sur les quais. Tout Lyon l'a vue. Julien soutint son regard. Et qu'est-ce que tu as vu exactement? 2 personnes qui croient en un projet, qui osent imaginer un monde meilleur. J'ai vu mon fils unique en train de détruire tout ce que nous avons construit. Non, maman. Sa voix était douce, mais ferme. J'ai vu papa travailler toute sa vie pour maintenir le prestige de notre nom. Mais tu sais ce qu'il me disait toujours, que le vrai prestige, ce n'est pas ce qu'on possède, c'est ce qu'on donne. Les yeux de Geneviève s'écarquillèrent légèrement à la mention de son défunt mari. Il me racontait comment son grand-père, pendant la guerre, avait utilisé nos caves pour cacher des familles en danger. Comment son père avait créé un fonds pour aider les petits vignerons après le gel de 1956. Ça, c'est l'héritage des Delacour. Pas juste des bouteilles de vin dans des caves climatisées. Un murmure parcourut l'assemblée. Certains membres du conseil échangeaient des regards pensifs. « Et maintenant, poursuivit Julien,
J'ai l'opportunité de continuer cette tradition, d'une manière différente, certes, mais avec les mêmes valeurs. Il se tourna vers l'écran où défilaient maintenant les dessins des enfants pour leur futur centre. Ces enfants ne rêvent pas de devenir des experts en vin. Ils rêvent d'être médecins, artistes, enseignants, chefs cuisiniers. Et nous pouvons les aider à réaliser ces rêves. N'est-ce pas ça le véritable prestige? Geneviève resta silencieuse un long moment, observant son fils comme si elle le voyait pour la première fois. Finalement, elle retourna à sa place. « Le conseil va délibérer, dit-elle d'une voix neutre. Tu peux disposer. » Julien rassembla ses documents et se dirigea vers la porte. Avant de sortir, il se retourna une dernière fois. « Vous savez, hier, un petit garçon de la crèche m'a demandé pourquoi je portais toujours des costumes. Je lui ai répondu que c'était pour ressembler à un homme important. Et vous savez ce qu'il m'a dit? Mais monsieur, c'est pas le costume qui fait l'importance, c'est ce qu'il y a dans le cœur. » Il sourit légèrement. « Je crois qu'il est temps que les Delacour réapprennent à écouter la sagesse des enfants. » Sur ces mots, il quitta la salle, laissant derrière lui un silence éloquent. Dans son bureau, son téléphone vibra. Un message de Clémence. « Comment ça s'est passé ? » « On verra, » répondit-il simplement. « Mais pour la première fois de ma vie, je sais que je fais ce qui est juste. » Une semaine après la réunion du conseil, Clémence était assise dans le petit café où tout avait commencé, au fil de l'eau. L'automne commençait à teinter les arbres des quais de la Saône, créant un tableau de rouges et d'or qui se reflétait dans l'eau. Elle attendait Julien, qui lui avait donné rendez-vous pour lui annoncer la décision du conseil. Son cœur battait la chamade, partagé entre l'espoir et l'appréhension. Sur la table devant elle, une pile de dessins des enfants de la crèche attendait d'être montrés, leur dernière création pour le projet, pleine de couleurs et de rêves. La clochette de la porte tinta et Julien entra. Son visage était indéchiffrable, mais quelque chose dans sa démarche semblait différent. « Désolé pour le retard, » dit-il en s'asseyant. « Ma mère voulait me parler avant que je vienne. » Clémence sentit son estomac se nouer. Et un petit sourire apparut sur les lèvres de Julien. Elle m'a donné quelque chose. Il sortit de sa sacoche un vieux journal jauni daté de 1956. En première page, une photo montrait un homme qui ressemblait étrangement à Julien, debout devant des vignes gelées. « C'est mon grand-père » expliqua-t-il. Après le grand gel, il a créé un fonds de soutien pour les petits vignerons. L'article raconte comment il a sacrifié une partie de sa fortune personnelle pour sauver des dizaines de familles de la ruine. Il tourna les pages délicatement. Ma mère a gardé ça toutes ces années. Elle dit que c'était l'article préféré de mon père. Pourquoi te le montre-t-elle maintenant? Parce qu'elle a compris quelque chose. Il leva les yeux vers elle. Que l'héritage des Delacour n'a jamais été seulement dans le vin, mais dans les actions qui touchent les vies des gens. Clémence retint son souffle. Alors, le conseil? Le projet est approuvé. Son sourire s'élargit. Avec quelques conditions, bien sûr. La fondation sera indépendante, mais liée au vignoble Delacour par un conseil de surveillance. Et il s'interrompit, semblant chercher ses mots. Et, encouragea Clémence, et ma mère veut te rencontrer. Officiellement. Le cœur de Clémence fit un bond. Moi? Mais pourquoi? Elle dit que, si tu es la personne qui a réussi à me faire voir au-delà des chiffres et du prestige, elle veut te connaître. Il hésita un instant. Elle a aussi mentionné quelque chose à propos de dîners de famille et de traditions à respecter. Leurs regards se croisèrent, et soudain, le poids de ce moment les frappa. Ce n'était plus seulement un projet professionnel. C'était la reconnaissance de quelque chose de plus profond, de plus personnel. « J'ai peur », avoua Clémence dans un murmure. « De ma mère ?» Non. Elle toucha doucement les dessins des enfants. De tout ça, de ce que ça signifie, de nous. Julien prit sa main par-dessus la table, entrelaçant leurs doigts. « Tu sais ce que m'a dit ma mère, que pendant des années, elle a essayé de me présenter les bonnes personnes, de me pousser vers les bons choix. Et puis tu arrives, avec ta simplicité et ton cœur immense, et tu fais plus pour l'héritage des Delacour que toutes ces stratégies savamment orchestrées. » Les larmes aux yeux, Clémence serra sa main. « Et maintenant, dit-il avec un sourire malicieux, on va devoir expliquer à mes œnologues pourquoi une partie de nos caves va être transformée en salle de spectacle pour enfants.
Leur rire résonna dans le café, libre et joyeux. Par la fenêtre, le soleil d'automne créait des reflets dorés sur la Saône, comme une promesse de jours meilleurs. « Tu sais, » dit Clémence en essuyant une larme de joie, « les enfants ont fait de nouveaux dessins pour le centre. »« Montre-moi » demanda Julien, ses yeux brillants d'intérêt sincère. Alors qu'elle déployait les dessins colorés sur la table, expliquant chaque détail avec passion, ils réalisèrent tous les deux que ce moment marquait non pas une fin, mais un début. Le début d'une aventure qui allait bien au-delà d'un simple projet social, bien au-delà de leurs différences apparentes. C'était le début d'une histoire où les rêves d'enfants et l'héritage d'une grande famille s'entremêlaient pour créer quelque chose de nouveau, quelque chose de beau. Et peut-être, songèrent-ils en échangeant un regard complice, quelque chose d'extraordinaire. Le restaurant gastronomique. L'Étoile du Nord brillait de 1000 feux ce soir-là. Moins guindé que le Papillon d'Or, mais tout aussi élégant, c'était le lieu que Geneviève Delacour avait choisi pour rencontrer officiellement Clémence et sa famille. Dans la voiture qui les conduisait au restaurant, Marie Moreau ajustait nerveusement le col de la robe qu'elle avait cousue spécialement pour l'occasion. François, son mari, tirait sur sa cravate, peu habitué à ce genre d'accessoires. « Maman, tu es parfaite », la rassura Clémence en lui prenant la main. « Et papa, arrête de triturer cette cravate, tu vas finir par l'abîmer. Je me demande si j'aurais pas dû apporter quelques-unes de mes baguettes tradition, » marmonna François. « Ça aurait peut-être détendu l'atmosphère. »« Papa !» Clémence ne put s'empêcher de rire. « On ne va pas à un pique-nique. » Devant le restaurant, Julien les attendait. En voyant arriver la famille Moreau, son visage s'illumina d'un sourire sincère. « Monsieur Moreau, » dit-il en serrant la main du père de Clémence, « j'ai entendu dire que vous faites les meilleures viennoiseries de Lyon. »« Et moi ?» répondit François avec un clin d'œil. « J'ai entendu dire que vous faites tourner la tête de ma fille. »« Papa !» s'exclama Clémence, mortifiée. Mais Julien riait de bon cœur. Il se tourna vers Marie, s'inclinant légèrement. « Madame Moreau, cette robe est magnifique. Clémence m'a dit que vous étiez une artiste de l'aiguille. » Marie rougit de plaisir. « Oh, ce n'est qu'un petit travail simple. »« Simple mais élégant, » intervint une voix derrière eux. « Exactement comme j'aime. » Geneviève Delacour venait d'arriver, resplendissante dans une robe de soirée bleu nuit. Mais ce qui frappa Clémence, ce fut son sourire. Un sourire qui, pour la première fois, semblait atteindre ses yeux. « Madame Moreau, » dit-elle en s'approchant de Marie, « cette coupe est remarquable. Vous devez me donner le nom de votre fournisseur de tissus. » Les deux femmes commencèrent immédiatement à discuter couture, tandis que François et Julien échangeaient sur les subtilités de la fermentation, que ce soit pour le pain ou le vin. Clémence observait la scène avec émerveillement. Ces deux mondes, qui semblaient si éloignés, se mélangeaient naturellement, comme si une main invisible avait décidé de brouiller les frontières sociales qui les séparaient. À table, l'atmosphère se détendit progressivement. François raconta des anecdotes sur sa boulangerie, faisant rire même Geneviève avec l'histoire du critique gastronomique qui s'était trompé de porte et avait confondu sa boutique avec un restaurant étoilé. « Vous savez, » dit Geneviève en sirotant son vin, « mon mari adorait le pain. Il disait toujours qu'un bon pain était aussi noble que le meilleur des vins. Un homme sage, » approuva François. « Le pain et le vin, c'est l'âme de la France. Et l'amour, » ajouta Marie doucement, « c'est ce qui les réunit. » Leurs regards se tournèrent vers Julien et Clémence, qui semblaient perdus dans leur propre monde, échangeant des regards complices. « Vous savez ce qui m'a fait changer d'avis ?» dit soudain Geneviève, s'adressant à Marie. « C'est quand j'ai vu mon fils présenter ce projet de fondation. Pour la première fois depuis la mort de son père, je voyais cette étincelle dans ses yeux, cette passion. » Elle fit une pause, regardant son verre de vin. « Et quand j'ai compris que c'était votre fille qui avait rallumé cette flamme, eh bien, comment pouvais-je m'y opposer ?» Marie prit la main de Geneviève dans la sienne. « Nos enfants nous montrent parfois le chemin, n'est-ce pas ? » « Oui, » sourit Geneviève. « Il nous rappelle que l'amour ne connaît pas de frontières, ni sociales, ni boulangères, » intervint François, provoquant un nouvel éclat de rire général. La soirée se poursuivit ainsi, mélangeant les mondes, les rires et les émotions.
Et lorsque le dessert arriva, une création spéciale du chef combinant pain perdu aux fruits rouges et réduction de vin vieux, il sembla à tous que c'était le symbole parfait de cette union improbable mais merveilleuse. Le printemps était revenu à Lyon, et avec lui, une effervescence nouvelle dans l'ancienne salle de spectacle. Les échafaudages avaient disparu, laissant place à des murs fraîchement peints aux couleurs douces et chaleureuses. L'odeur de peinture fraîche se mêlait à celle du bois neuf des étagères et des tables d'activité. Clémence se tenait au milieu de la grande salle, tournant lentement sur elle-même pour absorber la transformation. Les rayons du soleil matinal traversaient les hautes fenêtres maintenant impeccablement propres, créant des motifs lumineux sur le parquet restauré. « Alors, qu'en penses-tu » demanda Julien, apparaissant dans l'encadrement de la porte. « C'est magique » souffla-t-elle. « Tellement mieux que tout ce que j'avais imaginé. » Il s'approcha d'elle, prenant sa main dans la sienne. « Attends de voir la bibliothèque. Les étagères ont été faites sur mesure par un artisan de la Croix-Rousse. » Ils montèrent à l'étage, où une vaste pièce avait été transformée en bibliothèque chaleureuse. Des coussins multicolores étaient disposés dans des alcôves de lecture, et les étagères en bois clair s'élevaient jusqu'au plafond. « J'ai une surprise », dit Julien en la guidant vers une fenêtre en arc. Là, dans un coin douillet, se trouvait un fauteuil à bascule ancien, magnifiquement restauré. « C'était le fauteuil de mon père », expliqua-t-il doucement. « Il me lisait des histoires dedans quand j'étais petit. Ma mère a suggéré qu'il trouverait sa place ici. » Clémence passa sa main sur le bois poli du fauteuil, émue par ce geste symbolique. « C'est parfait pour l'heure du conte. » Au rez-de-chaussée, des voix et des bruits de pas se firent entendre. Les premiers visiteurs arrivaient pour la préouverture, l'équipe de la crèche, quelques parents, des membres du conseil d'administration et bien sûr les familles Moreau et Delacour. « Mademoiselle Clémence » s'écria Lucas, le petit garçon qui rêvait de devenir chef en se précipitant vers elle. « C'est encore plus beau que dans mon dessin !» Geneviève Delacour, élégante comme toujours, observait la scène avec un sourire attendri. À ses côtés, Marie Moreau essuyait discrètement une larme. « C'est exactement ce dont la ville avait besoin », déclara François en admirant les lieux. « Un endroit où les rêves peuvent grandir. » Valentine Mercier, qui avait été invitée en tant que représentante de la presse locale, semblait transformée elle aussi. L'arrogance avait quitté son visage, remplacée par une expression sincèrement impressionnée. « C'est une belle histoire », admit-elle en s'approchant de Clémence. « J'ai eu tort de juger trop vite. » Clémence lui sourit. « Parfois, les plus belles histoires sont celles qui nous surprennent le plus. » La matinée passa comme dans un rêve. Les enfants exploraient les espaces avec émerveillement, les adultes discutaient avec animation des futurs programmes et même les membres les plus sceptiques du conseil d'administration semblaient conquis. Dans l'après-midi, alors que la lumière commençait à changer, Clémence trouva Julien seul dans la bibliothèque, assis dans le fauteuil de son père. « À quoi penses-tu » demanda-t-elle doucement. « À mon père » répondit-il. « Je me demande ce qu'il penserait de tout ça. » « Ah, je pense qu'il serait fier, » dit une voix derrière eux. Geneviève se tenait dans l'embrasure de la porte. Il disait toujours que le vrai luxe, c'est de pouvoir donner aux autres. Elle s'avança dans la pièce, touchant délicatement le fauteuil. « Tu sais, Clémence, quand Julien était petit, il passait des heures dans ce fauteuil avec son père, à imaginer des histoires d'aventure. Je crois que d'une certaine façon, il réalise enfin sa propre histoire d'aventure. Magie. » Les trois restèrent un moment en silence, contemplant la vue sur Lyon depuis la grande fenêtre. En bas, les voix joyeuses des enfants montaient comme une mélodie pleine de promesses. « Demain, » dit Julien en prenant la main de Clémence, « nous commençons vraiment. »« Oui, » sourit-elle. « Demain, nous commençons à transformer les rêves en réalité. » Et dans la lumière dorée de cette fin d'après-midi, le centre culturel Les Ailes du Papillon semblait vibrer de toutes les possibilités qu'il portait en lui, comme un cocon prêt à libérer ses merveilles. 1 an avait passé depuis l'ouverture du centre culturel Les Ailes du Papillon. L'automne paraît à nouveau Lyon de ses couleurs flamboyantes et l'effervescence régnait dans les locaux en cette journée particulière. Le centre accueillait sa première exposition.
Les rêves prennent leur envol. Une collection de photos, de dessins et de témoignages retraçant la première année d'existence du lieu. Dans le hall d'entrée, une immense fresque collaborative, créée par les enfants, attirait tous les regards. Clémence ajustait les derniers détails avant l'ouverture au public. Elle portait une robe élégante créée par sa mère, d'un bleu profond comme le ciel d'été. Sur les murs, des photos racontèrent l'histoire. Les premiers ateliers, les spectacles des enfants, les séances de lecture dans le fauteuil ancien. « Tu te souviens de ce soir au Papillon d'Or » demanda Julien, qui venait d'arriver derrière elle. Elle se retourna, souriant à ce souvenir qui semblait maintenant si lointain. Comment l'oublier? Qui aurait cru que cette humiliation se transformerait en tout ça? Il fit un geste englobant l'espace autour d'eux. Une photo attira particulièrement leur attention. Valentine Mercier, assise en tailleur au milieu d'un groupe d'enfants, leur apprenant à utiliser un appareil photo. L'influenceuse était devenue une fidèle bénévole du centre, animant des ateliers de photographie et de communication. « Les gens peuvent peu nous surprendre », dit doucement Clémence. « Comme ma mère qui donne des cours de dégustation de vin aux parents », rit Julien. En effet, Geneviève Delacour avait trouvé sa place dans ce projet, organisant des soirées œnologiques pour les parents pendant que leurs enfants participaient aux activités du centre. Ces moments étaient devenus des occasions précieuses d'échange et de partage entre familles de tous horizons. Les premiers visiteurs commençaient à arriver. Parmi eux, Lucas, maintenant apprenti dans la boulangerie de François Moreau, guidait fièrement ses parents à travers l'exposition. « Regardez !» s'exclamait-il en montrant une photo de lui en train de pétrir de la pâte. C'était mon premier jour d'apprentissage. Marie Moreau, qui avait créé un atelier de couture au centre, était entourée d'un groupe de femmes qui admiraient les costumes créés pour le dernier spectacle des enfants. Bernard Lavaux, l'ancien sceptique du conseil d'administration, discutait avec animation avec un groupe de parents. Le projet avait dépassé toutes ses attentes, et il était maintenant l'un de ses plus fervents défenseurs. « Tu sais, » dit Julien en prenant la main de Clémence, « j'ai reçu des demandes de 3 autres villes pour créer des centres similaires. » « Vraiment ?» Ses yeux s'illuminèrent. « Oui, apparemment, les rêves sont contagieux. » Un groupe d'enfants passa en courant devant eux, se dirigeant vers la bibliothèque, où Madame Bertrand s'apprêtait à commencer une séance de lecture. « Il y a quelque chose que je voulais te dire, » commença Julien, son expression devenant plus sérieuse. Mais avant qu'ils ne puissent continuer, ils furent interrompus par l'arrivée du maire de Lyon, venu inaugurer officiellement l'exposition. « Plus tard », murmura Julien en serrant doucement sa main. Clémence acquiesça, sachant que certaines choses n'avaient pas besoin d'être précipitées. Après tout, leur histoire avait commencé par un regard dans un restaurant chic, s'était développée à travers les défis et les préjugés et continuait de s'épanouir aussi naturellement que les saisons qui se succédaient sur Lyon. Le maire prit la parole, évoquant l'impact du centre sur la communauté, mais Clémence n'écoutait que d'une oreille. Son attention était captée par un nouveau dessin qu'un enfant venait d'apporter. Un papillon aux ailes dorées, volant au-dessus d'un château fait de livres et de rêves. C'était peut-être ça, la vraie magie de leur histoire, avoir créé un endroit où les rêves, quels qu'ils soient, pouvaient prendre leur envol. Le soir était tombé sur Lyon, et l'exposition touchait à sa fin. Les derniers visiteurs quittaient le centre, emportant avec eux des souvenirs pleins les yeux et le cœur. Les lumières de la ville scintillaient à travers les grandes fenêtres, comme des étoiles terrestres guidant les rêveurs. Clémence était montée dans la bibliothèque, son refuge préféré. Assise dans le fauteuil ancien, elle contemplait la ville endormie, repensant au chemin parcouru depuis cette soirée au Papillon d'Or. « Je savais que je te trouverais ici », dit Julien en entrant dans la pièce. Il s'approcha d'elle, tenant quelque chose derrière son dos. « J'ai un cadeau pour toi. » C'était un livre, magnifiquement relié en cuir bleu nuit. Sur la couverture, en lettres dorées, était inscrit « Les ailes du papillon, une année de rêve. Ouvre-le », murmura-t-il. Les pages contenaient des photos, des témoignages, des dessins d'enfants, mais aussi des articles de journaux depuis le premier papier scandalisé de Valentine jusqu'au reportage récent célébrant le succès du centre. C'était leur histoire, leur voyage, imprimé noir sur blanc. « Attends », dit Clémence en tournant les pages,
Il manque la fin, les dernières pages sont vides. Julien sourit. C'est parce que la fin n'est pas encore écrite. Il s'agenouilla devant le fauteuil, prenant ses mains dans les siennes. Tu sais, tout à l'heure, avant l'arrivée du maire, je voulais te dire quelque chose. Le cœur de Clémence se mit à battre plus fort. Quand je t'ai vu ce soir-là au Papillon d'Or, j'ai reconnu la jeune fille qui m'avait appris plus que des mathématiques au lycée. Tu m'avais appris la valeur de l'authenticité, de la simplicité, de la bonté. Et puis, je t'ai perdu. Il fit une pause, caressant doucement sa main. Mais le destin nous a donné une seconde chance. À travers ce projet, à travers ces enfants, à travers tous les obstacles que nous avons surmontés ensemble, j'ai redécouvert non seulement qui tu étais, mais aussi qui je voulais être. Dans le silence de la bibliothèque, leurs regards se croisèrent, chargés d'émotions contenues. Ces pages vides, continua-t-il en désignant le livre, je voudrais les remplir avec toi, pas seulement pour le centre, pas seulement pour les enfants, mais pour nous, pour notre histoire. Il sortit un petit écrin de sa poche. « Clémence Moreau, veux-tu m'aider à écrire la suite de notre histoire ?» Les larmes aux yeux, elle regarda l'anneau simple mais élégant qui brillait dans l'écrin. Un saphir entouré de petits diamants, comme des étoiles autour d'un morceau de ciel nocturne. « Oui, murmura-t-elle. Oui, je le veux. » Alors qu'il glissait la bague à son doigt, des applaudissements éclatèrent à la porte de la bibliothèque. Leurs familles et amis étaient là. Geneviève, émue aux larmes, Marie et François qui se tenaient par la main, Valentine qui immortalisait le moment avec son appareil photo, Madame Bertrand qui essuyait discrètement ses yeux, et même le petit Lucas qui sautillait de joie. « Enfin !» s'exclama Geneviève en s'approchant pour les enlacer. « J'ai cru que mon fils n'oserait jamais. »« Maman !» protesta Julien, mais son sourire démentait toute irritation. « Un mariage ?» s'enthousiasma Marie. « Je vais pouvoir créer la plus belle des robes. Et moi, je m'occupe du gâteau. » ajouta François avec un clin d'œil. Les conversations et les rires emplirent la bibliothèque, transformant ce lieu habituellement calme en un espace de célébration et de joie. Plus tard dans la soirée, alors que leurs proches étaient partis et que le calme était revenu, Clémence et Julien se tenaient devant la grande fenêtre de la bibliothèque. La lune se reflétait sur la Saône, créant un chemin argenté sur l'eau. « Tu sais, » dit Clémence en regardant sa bague briller dans la lumière nocturne, « certains diraient que c'est un conte de fées. » Julien secoua la tête. « Non, c'est mieux qu'un conte de fées. C'est une histoire vraie, notre histoire, avec ses hauts et ses bas, ses défis et ses victoires, ses papillons dorés et ses rêves qui prennent leur envol. » compléta-t-il avant de l'embrasser tendrement. En bas, dans la rue, un enfant qui passait avec sa mère pointa du doigt les deux silhouettes dans la fenêtre illuminée du centre. « Regarde, maman, on dirait des anges qui gardent la maison des rêves. » Et peut-être était-ce vrai. Car dans ce lieu magique où les différences s'effaçaient, où les préjugés se transformaient en compréhension, où les rêves prenaient vie, deux âmes avaient trouvé non seulement l'amour, mais aussi leur véritable raison d'être. C'était la fin d'un chapitre, mais le début d'une nouvelle histoire, une histoire qui continuerait à inspirer, à transformer et à prouver que parfois les plus beaux contes de fées sont ceux qui se vivent dans la réalité.